Ici Lorient. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. 80e anniversaire de la Libération. Radio Balise vous propose une série de rencontres sur les territoires de la Poche de l'Orient. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Martine. Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la Poche de l'Orient, nous recevons René Estienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conservateur au service historique de la Marine puis de la Défense à Lorient. Depuis 2024 avec Louis Trémaud. Bonjour monsieur. Bonjour. Ancien officier de l'aéronautique navale et conservateur de la Maison du Souvenir à Caudan. Vous arpentez le territoire entre Scorff et Blavet à la recherche des traces des combats de ce conflit. Car la cérémonie de la reddition du 10 mai 1945, on va y revenir, gomme tout ce qui s'est passé pendant les 5 années précédentes. Nous allons donc nous attacher à un rappel des faits marquants. On commence par un point sur la cérémonie du 10 mai. Oui, lorsque nous avons été sollicités pour faire une conférence par la médiathèque de Caudan, on nous a demandé une illustration pour l'affiche et en fait on ne nous a pas demandé notre avis et on a eu droit à une belle photo classique du général allemand se rendant théâtralement aux autorités américaines et françaises associées. Pourquoi pas ? C'est le réflexe traditionnel lié à cet événement, mais lorsqu'on a commencé à regarder de plus près, on s'est rendu compte que cette cérémonie, finalement, toute surmédiatisée qu'elle a pu être avec des centaines de photos, des films et autres, n'avait jamais été vraiment regardée. Et ce qui nous frappe de plus en plus avec Louis, c'est sa dimension assez particulière d'un événement très médiatisé, symbolique, de propagande, à la fois d'un côté pour affirmer la fin victorieuse de la guerre par la capitulation des forces allemandes qui étaient restées retranchées à Lorient depuis août 1944, et à l'inverse, quelque part, un succès aussi de la propagande nazie qui a fait du maintien de ces forces dans un certain nombre d'endroits du territoire national jusqu'après la capitulation générale du Reich, une sorte de victoire en disant nous avons combattu jusqu'au bout et nous sommes restés invaincus. Et quand on regarde les photos, on ne peut pas manquer de remarquer que c'est presque le général allemand qui apparaît comme le vainqueur de cette opération. Et ça pose quand même un gros problème, et notamment, d'une part parce qu'il a assumé jusqu'au bout, en assez large contradiction d'ailleurs avec un certain nombre de faits objectifs, mais aussi parce qu'il a, après-guerre, publié des ouvrages qui sont en général repris sans trop de regard critique sur une sorte de jusqu'au boutisme triomphant qui gomme par ailleurs tous les drames qui se sont imposés à la région pendant les 5 ans de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous nous sommes intéressés à cette question avec Louis, avec aussi quelque part la volonté de retrouver sur le terrain, alors même que le lieu de la reddition est aujourd'hui transformé en zone urbanisée, dans un contexte où Caudan se transforme énormément et perd toute une dimension paysagère pour passer à autre chose, retrouver les traces et les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et des drames qui pouvaient être associés. Donc justement, on peut présenter la succession de catastrophes auxquelles le Pays de l'Orient est confronté pendant cette guerre ? Donc, on démarre en 1939 avec la mobilisation et une phase de dite drôle de guerre où il y a quand même eu beaucoup de gens qui se sont trouvés bouleversés. Et je crois que ça a été un des points de départ pour une grande partie des gens de la région de se retrouver confrontés à un bouleversement des destins individuels de par les événements de la guerre, sachant que le bouleversement majeur, c'est l'effondrement
de juin 1940 et l'arrivée des Allemands le 21 juin sur l'ensemble de la région. Alors Louis a étudié plus spécifiquement ce qui s'était passé sur Caudan ces jours-là, mais la réalité, c'est que la région tombe aux mains d'un pouvoir totalitaire qui va subordonner tous les espaces, les richesses, les personnes, l'urbanisme, les moyens de transport, les installations publiques et privées au fonctionnement de son appareil militaire et notamment qui se focalise sur l'emploi des sous-marins avec l'installation de l'amiral de Nitz à Kernevel à partir du 11 novembre 1940. Lorient devient le port principal d'activité des sous-marins allemands tout au long d'une bataille de l'Atlantique qui va durer jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en mai 1945. Donc, le vestige majeur de cette période, c'est la base de sous-marins qui a été construite à Quéroman. Mais il ne faudrait pas en déduire aujourd'hui qu'il y avait la base et autre chose. Toute la région, entre, on va dire, Quimperlé, voire même Quimper, et puis de l'autre côté jusqu'à Auray, Vannes, etc., est subordonnée au fonctionnement des installations militaires, ce qui, dans le cadre de l'historiographie d'aujourd'hui, donc les recherches historiques de ces 10 ou 20 dernières années, ont bien mis aussi en évidence que tout l'appareil militaire et industriel allemand n'a pu développer sa puissance que parce qu'il s'est appuyé sur la politique de collaboration de Vichy qui, au travers du maintien de l'arsenal, du maintien d'une activité maritime subordonnée à la marine allemande, a permis à celle-ci d'exercer ses opérations dans des conditions beaucoup plus favorables que si elle avait été toute seule dans son coin à essayer de s'y retrouver. Cette subordination se traduit aussi par une succession de spoliations, parce que du jour au lendemain, vous n'êtes plus chez vous. Si la marine, l'armée, les entreprises qui travaillent pour l'occupant ont besoin de votre maison, de votre appartement, vous partez. Si vous avez votre entreprise, vous ne pouvez travailler que pour eux. Vous n'avez plus aucune autorisation d'accéder ni à des marchés, ni à des matériaux, ni à des moyens de transport. Et donc, vous vous retrouvez pieds et poings liés sur une logique d'expulsion, d'expropriation, ou éventuellement pour certains aussi, d'opportunité de faire du trafic et de faire des profits plus ou moins licites, voire franchement illicites, en profitant des circonstances. Ce qui fait que c'est l'ensemble de la région et pas uniquement certaines installations militaires qui, dès le début de 1941, devient un objectif militaire global que les anglo-saxons, et tout particulièrement les Anglais, vont choisir comme objectif à détruire de manière indifférenciée. Et alors, pour notre émission d'aujourd'hui, on va se concentrer sur Caudan. Alors, Caudan est directement concerné dès le 21 juin. On voit les bonnes sœurs qui disent ils s'installent à côté de chez nous, ils nous regardent de haut. Le vendredi ou le samedi suivant, c'est-à-dire 2 jours après, il y a une première batterie antiaérienne qui s'installe à la montagne du Salut, parce qu'il faut tout de suite protéger d'éventuelles installations. Et Caudan devient un lieu qui est important pour 2 aspects. La possibilité, on va dire, résidentielle d'accueillir des camps, les multiples camps avec en gros 2 espaces, un sur Kermoisan au nord de Caudan en allant vers Pont-Scorff, et puis tous les camps autour de la montagne du Salut
conjugués à ceux qui sont sur Hennebont, à Saint-Nudec et à Lanester. Donc ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui se retrouvent à vivre en parallèle sur la commune. Et puis, il y a des installations de défense militaire qui se multiplient un peu partout. Une des caractéristiques très nette des sociétés totalitaires, c'est la juxtaposition de différents pans de société qui n'échangent entre elles que très peu, voire pas du tout. Et donc, on a un microcosme de camps de travail à côté des paysans du coin, à côté des militaires. Des sous-mariniers aussi. Et à partir de 1941, ce Caudan, lieu de villégiature, accueille aussi des camps de repos des sous-mariniers de la 2e flottille à Kersalo, un étang à côté vers Ponscorf, et un petit peu plus au sud à Manécourt pour l'autre flottille de sous-mariniers. Alors ce sont des camps qui au départ vont quelque part s'accaparer les endroits les plus pittoresques de la commune. Mais à partir de la destruction de Lorient, donc à partir de janvier, février, mars 1943, comme tout a été détruit, qu'il est relativement impossible de vivre sur la zone urbanisée, ça devient les camps d'hébergement permanents de ces équipages, qui, par ailleurs, sont dans leur grande majorité voués à une mort en opération quasi systématique à partir de 1943. Donc on a Caudan accueille de plus ou moins gré, parce qu'il y a aussi toute l'économie de support en approvisionnement, en service de ces camps, et toute une faune qui peut tourner autour pour différentes bonnes ou mauvaises raisons. Une société déstructurée, et puis aussi des expropriations, puisque les gens propriétaires de ces espaces sont priés de dégager, et que ces camps sont aussi protégés par des barbelés, par des champs de mines, par tout un ensemble de mesures de protection qui viennent déformer le paysage. Et par conséquent, c'est aussi là qu'ont lieu les bombardements aériens. Alors, les bombardements aériens, Louis, tu veux en dire 2 mots, puisque c'est un ancien de l'aéro, donc... Oui, alors les bombardements aériens, jusqu'en 1943, étaient plutôt des bombardements délestage. Il n'y avait pas réellement d'objectifs sur Caudan, sur la commune de Caudan. Les objectifs étant, bien sûr, la base à Lorient. Et donc, de temps en temps, les bombes tombaient. Par hasard, quoi. Un peu par hasard, alors détruisant de temps en temps des fermes. Mais alors les véritables bombardements sont apparus en 1943, quand un certain nombre de positions sur Caudan étaient désignées. Par exemple, à Caudan, nous avions déjà à l'époque une ligne à très haute tension avec des installations électriques importantes, primordiales pour la base de Lorient. Et donc, c'était un endroit sensible et que les Alliés ont cherché, quand ils ont eu ces informations, ont cherché à les détruire. Au même titre que les différentes cibles pouvaient se trouver au niveau des batteries antiaériennes. Donc, ces batteries ont été de nombreuses fois bombardées. Il y a eu, par ailleurs, dans cette même période, sur Caudan, un certain nombre d'avions qui avaient bombardé ou la base de l'Anbiway ou l'Orient, se retrouvaient sous le feu des batteries et se sont crashés sur la commune de Caudan. La population reste sur place ? Alors, la population de Caudan a quitté vraiment la commune au moment de l'arrivée des Américains. La population de la commune était relativement faible. Le bourg avait une rue principale et quelques commerces. Et l'ensemble de la population vivait plutôt dans des fermes, dans les petits villages de la commune de Caudan. Et
pendant ces périodes, ces personnes, bien souvent, voulaient garder leur ferme, leur bétail, et avaient des moyens pour se mettre à l'abri en faisant des tranchées autour de leur ferme, etc. Donc, à cette époque, les gens arrivaient à vivre, à coexister malgré le nombre incessant de bombardements. Par contre, à l'arrivée des Américains, bien sûr, un peu à l'image d'Hennebont, Caudan s'est fait bombarder et détruit. Alors à ce moment-là, les fermes ont été brûlées et le bourg n'était plus habitable. Donc la majorité de la population a quitté pour partir vers le nord, qui était libéré avec l'arrivée des Américains. Donc on peut voir que sur une ligne entre Pont-Scorff et Hennebont, tout ce qui était au sud, il y avait pratiquement plus d'habitants dans cette zone. Et à la suite de cela, est apparue la fameuse poche de l'Orient. Mais dans vos promenades autour de Caudan, entre Scorff et Blavet, vous avez fait la découverte de bunkers, de tunnels. Oui, pour revenir sur les bombardements, on voit bien avec les témoignages, il n'y a pas que les avions qui sont abattus ou les bombes qui tombent. Le simple bruit des appareils et les alertes qui font que la plupart du temps, les bombardiers se guident sur la jonction du Scorff et du Blavet, sur leur objectif pour arriver jusqu'à l'Orient, est en soi un facteur très déplaisant de la vie quotidienne. Et les bonnes sœurs, d'ailleurs, du couvent disent qu'elles avaient pris l'habitude de déjeuner un peu plus tôt parce que les Anglais, notamment, jusqu'en 41-42, bombardent plutôt la nuit. Et d'ailleurs, une bonne partie des habitants de Lanester, qui craignaient aussi les bombardements de nuit, en général vivaient la journée à Lanester et venaient dormir sur Caudan, jugés moins exposés. On a comme ça des migrations quotidiennes liées aux événements. Donc il n'y a pas que la tragédie du moment, des pertes, des destructions, qui a une influence sur la vie quotidienne. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Après, effectivement, Caudan, c'est la première commune, finalement, avec Évin, avec Hennebont, qui n'a pas eu, en février 1943, l'ordre d'évacuation. C'est donc une zone où, si les gens ont voulu rester, ils ont pu le faire administrativement. Et puis que, quelque part, le repli des administrations, que ce soit de Lorient, de Lanester et autres, c'est fait en partie sur Caudan. De même que la marine, qui a été obligée d'évacuer en grande partie l'arsenal, a replié sur Caudan ses marins-pompiers, ses gendarmes. Et donc, il y a quelque part sur cette commune un peu une exception parce qu'il reste des autorités, alors qu'il n'y en a plus officiellement sur les zones bombardées. Et ça va jouer parce que on est à la fois avec un reste de souveraineté de Vichy très abîmé, mais avec quelques moyens, alors que dans le même temps, l'occupant, lui, va s'approprier dans une deuxième ou une troisième phase tout un ensemble d'endroits pour construire le mur de l'Atlantique dans sa dimension terrestre. Et donc, c'est pour en revenir à ta question sur les vestiges, on va se retrouver avec une zone qui devient une zone potentielle de front, qui va être organisée essentiellement en utilisant les capacités techniques de l'artillerie antiaérienne allemande, qui peut être aussi bien contre les avions que contre les chars ou contre des objectifs militaires de troupes avec les obus qui étaient très redoutés par les résistants, les obus fusants, donc qui explosent en l'air à proximité du sol et envoient des éclats partout. Et puis des obus percutants qui font du mal là où ça tombe. Et donc, dès 1942-43, les plans de tir de l'artillerie allemande sont prêts. On a retrouvé des plans où chaque zone est prévue
pour telle batterie pour pouvoir exterminer qui va se présenter à tel ou tel endroit. C'est ce qui va expliquer qu'en août 1944, les chars américains ou les blindés américains vont être très sérieusement endommagés sur Pont-Scorff, que les zones comme Hennebont vont être bombardées de manière systématique et que dans un contexte qui apparaissait de par la retraite plus ou moins désordonnée des forces allemandes qui n'avaient pas pu rejoindre la Normandie sur les zones portuaires protégées, Saint-Malo, Brest et puis surtout Lorient et Saint-Nazaire, il y a une totale différence entre ces gens en retrait où c'est un peu du sauve qui peut et puis les endroits comme Lorient où tout a été déjà préparé et structuré pour organiser une défense. Et le général allemand Farnbacher est un artilleur. Il a déjà tout organisé. Et dans le cadre de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque part une convergence surprenante sur deux frustrations. On va dire la frustration des résistants qui, eux, ont traqué les Allemands en retraite ou les autorités restées sur place qui ont constaté effectivement une certaine débandade et donc la possibilité pour l'Orient d'être libéré dans la foulée de l'arrivée des forces américaines. Donc ce sentiment de possibilité d'obtenir immédiatement la victoire et qui ne se fait pas. Et un général allemand qui explique que la situation était tellement désespérée que grâce à ses grandes compétences, il a réussi à retourner la situation. Et donc, ce qui ajoute autant de frustration de l'autre côté, mais en même temps, une sorte de constat qui se rejoint je ne veux pas dire d'animosité vis-à-vis des Américains, mais en tout cas de quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, alors qu'en fait, c'était programmé dès le début. Donc, comment dire, quand on va sur le terrain, et avec Louis, on a fait une dizaine ou une quinzaine de sorties, on s'est aperçu qu'il y avait des vestiges importants, souvent dans des bois, dans des zones. Il y a des blocos qu'on a mis 2 jours à retrouver, alors qu'a priori, on savait à peu près où ils étaient. Et ça se matérialise en fonction de la topographie. Et je pense que c'est très important finalement de faire cette étude historique de terrain parce que quand on est sur place, on se rend compte des horizons, au contraire des ruisseaux avec des ravins qui n'apparaissent comme rien mais qui font souvent 10, 20, 30 mètres de haut. Et donc on a une sorte de tôle ondulée et si vous êtes en haut, vous voyez jusqu'à la prochaine ondulation. Et entre les deux, vous pouvez vous cacher. Et donc, les Allemands ont exploité, notamment le long du Scorff, toute une zone entre le Château du Diable et Mané-Huillec, où vous avez 3 ensembles de fortifications qui sont le pilier nord de la poche de l'Orient, qui empêche a priori toute incursion. Même si on a à leur arrivée le 7 et 8 août 1944, les chars américains ont détruit la batterie de Mané-Huillec, les 2 autres points d'appui à côté ne leur ont laissé aucune chance. Et ça permet aussi de se rendre compte que ce qui peut être écrit traditionnellement sur les opérations peut être éventuellement remis en cause. Parce que par exemple à Kerviec, au-dessus du Scorff, vous avez tout un ensemble de blocos et de points d'observation qui vous permet d'avoir une vision très grande sur le territoire de Caudan, bien plus que du haut de la tour de la Découverte qui est traditionnellement évoquée. Quand vous êtes en haut de la tour de la Découverte, j'y suis remonté l'autre jour, c'est beaucoup moins évident que ça n'apparaît dans les textes. Donc vous avez comme ça tout un ensemble de choses en sachant que la période de la poche n'est sans doute pas, à quelques exceptions près, comme notamment le combat de Nostan, le lieu d'affrontement majeur, mais c'est en même temps des opérations permanentes
Et en gros, l'important, c'est de se dissimuler, de se protéger, parce que dès que vous êtes repéré, l'artillerie des deux côtés bombarde et crée de fortes possibilités d'anéantissement de l'objectif. Et donc, on s'aperçoit que de part et d'autre, tout le monde épie tout le monde, que dès qu'il y a une manifestation, on tire, que aussi le terrain n'est en dehors de positions que l'on réussit à identifier. Alors, côté allemand, c'est facile, quelque part, parce qu'il y a du béton. On a ces blocos qui permettent aux forces allemandes de se sentir en sécurité. Donc, sur cet axe du côté de Kerviek, et ce n'est pas non plus un hasard si on se retrouve avec un massacre de gens à cet endroit-là. Mais à quel moment, de quel massacre s'agit-il ? Alors là, on va passer. Il s'agit du massacre des agriculteurs de Kerviek qui a eu lieu à Malébos, sur la commune de Caudan. Alors, ça a eu lieu en août 1944, donc le 9 août 1944, avec l'arrivée des Américains. Donc, avec l'arrivée des Américains, le reflux des Allemands sur l'Orient, il y a eu... On peut penser qu'un grand nombre de détachements allemands étaient en dehors de tout contrôle et ont commis des actes, des massacres, quoi. Il y en a donc eu le même jour, le 9 août 1944, à Malébos pour les gens de Kerviek, et puis à la montagne du Salut pour une famille qui habitait un petit village de Kermaria. Il y a eu aussi des rafles. Oui. Alors, il y a eu des rafles. Alors, les rafles sur Caudan ont lieu précédemment. La première grande rafle, au moment où il y avait le plus d'action de la résistance, début 1944. Donc, les premières rafles ont eu lieu à Saint-Séverin, au carrefour de Saint-Séverin sur la route de Ploué. Et qui se sont terminées par la mort d'une personne qui a cherché à s'enfuir. Et puis l'autre grosse rafle a eu lieu au mois de juillet 1944, donc les Américains approchaient. Elle a eu lieu dans le bourg de Caudan. Et donc c'était toute la population de Caudan qui a été rassemblée sur la place de l'église à l'époque. Et il y a eu un décès dans l'église. Il y a eu une personne qui a été tuée à l'intérieur de l'église. D'ailleurs, ça a semé une petite polémique toute la journée entre les autorités allemandes et le clergé qui était là-bas et qui a démontré que cet acte n'était pas normal, quoi. Alors, avant de conclure avec René Estienne, Louis Trémaux, vous pouvez peut-être nous parler de la Maison du Souvenir à Caudan qui peut permettre à nos auditeurs de venir sur place et voir ce que vous proposez. Oui, alors la Maison du Souvenir à Caudan est un local dont les murs sont recouverts de photographies qui représentent des scènes de différents événements qui se sont déroulés pendant la guerre sur Caudan. Alors on y trouve par exemple la construction du pont en bois qui reliait Caudan à Kévin, qui se trouvait au niveau de la fameuse batterie de Manéhuillec. Le pont brûlé, c'est ça ? C'est le fameux pont brûlé, puisqu'il a brûlé lorsque les Allemands se sont repliés à l'arrivée des Américains et à l'attaque de la batterie de Kerviek. C'était entre le 8 et le 9 août 1944. Donc les Allemands, dans leur retraite, ont fait brûler le pont. Alors que, finalement... Ils se sont retrouvés sans pont après, puisque ce pont se situait dans la zone allemande de la poche de l'Orient. Ça les a mis en difficulté. Voilà. Donc à la Maison du Souvenir, on y trouve aussi l'église, puisque l'église de Caudan a été détruite, dynamitée, le 11 août 1944. Les Allemands n'arrivant pas à détruire l'église, et le clocher de l'église servant de point de désignation d'objectifs pour les Américains à l'époque. Donc ils l'ont détruit. Enfin, il y a eu un certain nombre de scènes de ce genre-là à cette époque. Donc tout ça est matérialisé donc, sous la forme de photos
comme la reddition d'ailleurs. La cérémonie de la reddition à Caudan donc, est en image dans ce local. Dans ce local, on y trouve aussi les récits d'anciens qui ont vécu... Des témoignages. Des témoignages qui ont vécu cette période. Et donc, tous ces témoignages ont été rassemblés, alors sous une forme de livre et aussi sous la forme d'un enregistrement que l'on peut voir sur un écran de télé. Et alors, quand est-ce qu'on peut aller... Mais oui, moi, je voudrais l'adresse aussi. Alors, elle est située rue de la Libération et ce local est ouvert une fois par mois, le 3e samedi de chaque mois, donc le matin et l'après-midi, de 10 à 12 et de 14 à 16. Et puis, bien sûr, ce local peut être visitable aussi sur demande. Il suffit de contacter la mairie de Caudan et on prévoit un rendez-vous et c'est visible à ce moment-là. On ira, là. Oui, alors, tout à fait. je reviens vers René Estienne pour une conclusion, peut-être en lien avec la situation actuelle. Le 80e anniversaire de la Libération, compte tenu de la situation internationale, nous rapproche beaucoup plus de 1940 que de 1945. Je pense qu'il est important de prendre conscience qu'un effondrement militaire ou la mainmise d'un pouvoir totalitaire sur un pays engendre une succession de catastrophes, de mutilations, de drames, d'ensevelissement de richesses ou de destruction de destins individuels absolument incommensurables et qu'il est donc important de tout faire pour que ce genre de situation ne puisse pas s'exprimer et aboutir à la domination du plus fort. Donc, je ne voudrais pas renverser le slogan de 1940 en disant « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts », mais plutôt « nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles et que nous avons conscience de cette faiblesse et que nous faisons tout pour la surmonter ». Cette politique passe par des sacrifices et ce qui s'est passé sur Caudan montre bien, au travers de l'action des paysans, des gens sur place, des résistants qui ont tenu le front pendant 9 mois dans des conditions difficiles et surtout avec une agressivité importante. Les quelques exemples aussi de déportation, de décès, etc. font que pour rétablir un équilibre et conserver la possibilité pour la démocratie, quelles que soient ses imperfections et ses incapacités à résoudre bon nombre de problèmes frustrants, de quand même se perpétuer et empêcher de laisser la place à des régimes qui subvertissent complètement la signification des mots, refusent toute idée de justice qui soit basée sur le droit et donc conduisent à des situations incontrôlables et inacceptables. Merci René Estienne et Louis Trémaud pour cet éclairage sur Caudan pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici Lorient, une série d'émissions à retrouver sur le site de Radio Balise et de Lorient Agglomération.